Retrouve. Merci Philippe de m'inviter chez toi. Avec On, plaisir. on fait donc une deuxième session d'enregistrement puisqu'il y a eu un petit loupé avec l'enregistreur numérique le jour du FestiJam où on a animé tous ensemble un superbe arbre à palabre où il y a des intervenants vraiment magnifiques. Enfin, je vous remercie encore. Moi j'avais passé un super moment et je crois qu'on a passé un moment partagé C'était qui était réciproque. sympa. Disons. Très bon Donc, moment partagé. Ouais. et puis on a eu un petit souci technique, donc on n'a pas pu enregistrer ta partie, on n'a pas pu enregistrer ton intervention depuis le début. On a eu ton intervention qu'à partir des questions ouvertes au public. Donc je vais te demander, comme tu l'as accepté, de jouer le jeu, de reprendre en fait la présentation où tu avais un sujet qui intéressait bon nombre de festivaliers, ils étaient assez nombreux à t'écouter. Le sujet qui était la relation entre la santé et la nutrition. Avec plus précisément un petit peu, tu nous as fait un cours d'éducation populaire sur le chemin de la nourriture et le biotope. Voilà, je vais te laisser la parole, te présenter très rapidement pour dire qui tu es, mais vraiment très rapidement. Et puis après, d'attaquer, si tu le veux bien, sur la Mhm. relation entre alimentation et santé. Pas de problème. Merci Pas Philippe. de problème. Donc il faut que je me présente. Eh bien voilà, donc Philippe, je suis de nature autodidacte, c'est-à-dire que j'apprends tout seul depuis des années sur des sujets qui me passionnent, la nourriture et la santé. Voilà, comment devenir autonome, surtout pas être dépendant d'une industrie qui fait profit et qui ne tient pas compte forcément de la santé des gens dans le sens où on soigne les symptômes mais on ne va pas chercher les causes. De mon point de vue, c'est rentable. Donc voilà pourquoi je me suis penché sur le pouvoir de l'alimentation. Parce que c'est vraiment le mot adapté, le pouvoir d'alimentation. Quand on recherche dans ce sens-là, on trouve des sujets qui se sont sortis d'ornières pas très confortables, alors que la médecine les avait condamnés. Donc voilà, au moins un sujet sur lequel il faudrait se pencher, c'est savoir comment se nourrir et quoi mettre dans son tube digestif. Alors, je pourrais vous énumérer tous les aliments qui sont bons pour la santé et puis tous ceux qui sont pas bons. Je préfère vous présenter d'abord le tube digestif, comment ça se passe, et après vous serez assez grand et assez volontaire pour faire vos propres recherches, savoir ce qui convient de manger en fonction du tube digestif de l'humain. Voilà, ça nous rapporte à l'étude comparative des espèces. Donc je vais commencer par une analogie. Si le corps était une voiture, l'alimentation serait le carburant. Tout le monde sait que si on met un carburant de mauvaise qualité dans la voiture, petit à petit, il y a encrassement. Et c'est exactement ce qui se passe dans le corps quand on mange des choses qui ne sont pas adaptées à notre tube digestif, comme les aliments cuits à haute température, les produits laitiers surtout de vache, tout ce qui est blé rapport au gluten, et j'en viendrai pour le reste pendant la discussion. Donc on voit bien que quand on met un carburant de mauvaise qualité dans une voiture, ça s'encrasse et puis il commence à y avoir des petites pannes. Pas grand chose, jusqu'à la panne qui fera que la voiture marchera beaucoup moins bien jusqu'à sa destruction. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe quand on avale un aliment? Tout d'abord, les yeux voient ce qu'il y a dans l'assiette ou dans la main. Donc ça passe déjà par les yeux. Si vous avez une assiette végétale avec beaucoup de couleurs, ça peut déjà vous faire saliver et préparer déjà la digestion dans la bouche. C'est-à-dire que quand on mâche correctement, ça ne faut pas oublier de bien mâcher, quand on mâche correctement, il y a une enzyme produite par des glandes salivaires qui s'appelle l'amylase salivaire, qui commence déjà la digestion en dégradant les glucoses. Voilà, donc les yeux, la bouche bien mâchée. Ensuite, l'aliment passe dans le tube digestif jusque dans l'estomac où là, l'estomac, les glandes, les cellules pariétales si je m'abuse, j'ai un trou de mémoire. Bon bref, les cellules produisent de l'acide chlorhydrique avec un pH très très bas pour dégrader les aliments
en leurs éléments les plus simples, c'est-à-dire que quand on avale une protéine de vache ou d'autres choses, ou même végétale, on n'a pas une protéine toute faite qui passe dans le tube digestif, dans le sang et qui va aller construire un muscle. On a une protéine dans l'estomac qui va être dégradée par l'acide chlorhydrique en ses éléments les plus simples, c'est-à-dire des acides aminés qui passeront ensuite dans le sang pour être utilisés comme bon semble au corps. Donc dans l'estomac, de l'acide chlorhydrique, un pH très très bas, à savoir que certains aliments sont digérés plus rapidement que d'autres, comme les végétaux, les fruits par exemple, ça peut rester un quart d'heure, 20 minutes dans l'estomac, passer le pylore, arriver dans le duodénum, et c'est là que la magie de la digestion se fait pour les fruits, parce que c'est essentiellement là que les fruits et les végétaux sont finis de digérer. D'ailleurs, petite parenthèse, on est la seule espèce entre les omnivores et les carnivores à disposer d'un duodénum. Ça donne à réfléchir déjà quant à quoi mettre dans nos intestins. Donc voilà, j'en étais à l'acide chlorhydrique et à l'estomac. Ensuite, les aliments qui sont digérés, on appelle le chyle, cet amas d'aliments prédigérés, passe dans le duodénum. Et là, une douche alcaline, c'est-à-dire entre les sucs pancréatiques et les sucs du foie, les sucs biliaires, eh bien, il y a une douche alcaline qui vient tamponner l'acidité de tout ce qui a été digéré dans l'estomac pour pouvoir être accepté dans le tube digestif. Donc quand on mange des aliments qui sont acidifiants, donc attention, acidifiant, ça ne veut pas dire acide au goût. Par exemple, un citron, c'est acide au goût, mais c'est alcalin à la fin de la digestion. Ça produit beaucoup d'enzymes, beaucoup de vitamines. Et le produit donc de la digestion est alcalin. Les produits acidifiants sont, je jette comme ça au hasard, le coca. C'est sucré au goût, mais à la fin de la digestion, ça produit énormément d'acide. Les viandes qui produisent énormément d'acide aussi à la fin de la digestion, dans le sens où les acides aminés, certaines acides aminés sont tenus par des ponts disulfures, et les ponts disulfures, une fois cassés, forment des acides. Par exemple, les pluies acides sont des pluies de soufre. Voilà, c'est des atomes de soufre qu'il y a dans les pluies acides. Donc voilà, donc on voit déjà il y a différentes classes d'aliments. Tout ce qui sera végétal sera essentiellement alcalinisant, et nous sommes des êtres alcalins avec un pH légèrement alcalin et absolument pas acide. On ne vit pas dans l'acidité. Si on a une acidité chronique et on va vers des dégénérescences, par exemple une acidité chronique de l'estomac, on va faire d'abord des ulcères, et puis ça peut virer jusqu'au cancer, jusqu'à une dégénérescence cellulaire. On voit bien que le corps humain n'est pas à l'aise avec l'acidité. Et tous les produits acidifiants seront les chocolats au lait, les viandes, tous les produits transformés, tout ce qui n'est pas naturel, tout ce que notre corps n'est pas à même d'accepter. Il faut savoir que nos enzymes digestives n'ont pas évolué depuis 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, il n'y avait pas de pizza, il n'y avait pas d'éclairs au chocolat, même si c'est très bon, même si ça fait plaisir à l'ego, même si on active la voie dopaminergique avec certains aliments. Ça ne veut pas dire que parce qu'on trouve ça bon, que l'ego trouve ça bon et se complaise dedans, que c'est bon pour la santé. Voilà, il faut faire la différence avec ça. Une fois qu'on a pu identifier les deux catégories d'aliments acides alcalins, on est déjà sur une assez bonne voie. Voilà. Ensuite, on revient au chemin du chyle, donc des aliments déjà prédigérés par l'estomac et par la salive. Le chyle, donc une fois dans le duodénum, alcalinisé et fini de dégrader par les sucs pancréatiques et les voies biliaires, va passer dans l'intestin grêle. Voilà, l'intestin grêle est un organe très 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 important parce que c'est là que passent les aliments dans la circulation sanguine. En tout cas, la majorité des aliments comme les glucides, les protides et les lipides passent par les cellules de l'intestin grêle. C'est là donc que
Les aliments vont passer de l'extérieur du corps à l'intérieur du corps, dans le sens où quand c'est dans nos intestins, c'est encore à l'extérieur. Les aliments sont à l'intérieur du corps une fois qu'ils ont passé dans la circulation générale, c'est-à-dire dans la circulation sanguine. Donc on a un tube digestif qui va jusqu'à la fin, jusqu'aux toilettes. Tout ce qui se trouve dans ce tube digestif, c'est encore à l'extérieur du corps. Voilà. Donc les aliments vont passer dans l'intestin grêle pour être assimilés. À savoir que quand on mange des aliments acidifiants, eh bien on va créer donc une disjonction des cellules de l'intestin grêle, et les macromolécules qui devront rester dans l'intestin pour finir dans les toilettes vont passer entre ces cellules et passer dans la circulation sanguine. Elles ne devraient pas s'y trouver. On a surtout affaire à des peptides, à des protéines mal digérées souvent, soit des protéines alimentaires, soit des protéines de bactéries, qui vont se trouver dans la circulation sanguine. Elles n'ont absolument rien à y faire, et selon leur composition chimique, elles vont, par tropisme, par affinité chimique, trouver un endroit dans le corps où elles vont se trouver, très très bien. C'est-à-dire que, par exemple, les protéines mal digérées du lait et tous les produits de dégradation du lait ont une affinité pour tout ce qui est articulation et les tendons. On voit des sportifs qui sont ultra protéinés avoir en fin de carrière des tendons qui lâchent ou des problèmes articulaires. Voilà, les protéines du lait qui ne sont mal digérées, je ne vais pas les énumérer parce qu'elles portent des noms qui risqueraient de déconcentrer dans l'écoute. Elles ont une affinité avec les cellules qui produisent le cartilage, et on obtient, et là les études le prouvent, on obtient une dégénérescence des cellules du cartilage et des arthrites, des arthroses, voilà. Tout ça à cause de ces produits-là. Pour ce qui est du glucose en excès dans le sang, on obtient une glycation. Donc pour les gens qui mangent trop de sucre, attention à vos veines, à vos artères, parce que ces produits-là se trouvent en quantité dans le sang, qui ne devrait pas s'y trouver non plus. Et tout ce qui est dans le corps et qui ne devrait pas s'y trouver est traité comme un antigène, comme quelque chose de toxique. C'est-à-dire que même si vous mangez quelque chose de bon pour le corps et qu'il y en a en excès dans le corps, et le corps va devoir évacuer, va devoir trouver des émonctoires qui sont des portes de sortie. J'en profite pour les énumérer au passage, puisque j'y pense. On a l'émonctoire peau, on a l'émonctoire poumon, on a l'émonctoire intestin, on a l'émonctoire foie, et si j'oublie pas d'autres, pour les femmes qui en ont un émonctoire supplémentaire, c'est peut-être ce qui pourrait expliquer leur espérance de vie supérieure aux hommes jusqu'à présent. Elles ont donc leur utérus, à chaque fois qu'elles perdent du sang, ça crée un émonctoire, elles perdent des toxines. Voilà, donc tout ce qui est pas bon pour le corps va être traité soit par les globules blancs. Donc on ne va pas non plus tous les énumérer leurs fonctions, ça prendrait trop de temps. Donc ça va être soit traité par les globules blancs, à savoir quand on fait une alimentation cuite par exemple au barbecue, ou une alimentation cuite à la poêle avec une hausse de température très rapide et très forte, on crée des molécules de Maillard. Je vous laisserai chercher un peu ce que c'est que ça. Et ces molécules de Maillard donc créent une montée de leucocytes dans le corps. À chaque fois que vous mangez cuit, vous avez l'armée des anticorps qui se lèvent et qui se dressent. On nous attaque, au secours. Qu'est-ce qui se passe? À savoir en passant que l'homme a un tube digestif de crudivore, frugivore. Essentiellement, on est omnivore par défaut, pas par nature. Ça fait une très très grande différence sur le temps de toute une vie. Et donc voilà, donc quand on mange des aliments qui ne sont pas adaptés au corps, on crée une levée de l'armée des leucocytes, et tout ça va devoir être traité. Et même si les leucocytes traitent les antigènes, ça crée des radicaux libres qui sont donc des oxydants qui vont oxyder les cellules à la manière un peu du fer qui rouille. Donc voilà, bien faire attention à ce que l'on met dans son tube digestif, c'est primordial. Dans le sens où on va créer aussi une dysbiose intestinale. Voilà, ça me permet de venir ici sur le biotope intestinal, qui est à mon sens très très important. Les études aujourd'hui, depuis les années 2000, le prouvent très bien. Un petit exemple, quand on a une souris diabétique, on prend à côté d'elle une souris saine,
qu'on prend dans la souris saine ces sels et qu'on analyse le biotope microbien qui se trouve dans les selles de la souris saine, c'est pas du tout le même qu'il y a dans les selles dans l'intestin de la souris diabétique. Et mais mieux encore, parce que quand on prend les selles donc de la souris saine et qu'on les introduit dans le tube digestif, enfin dans la fin du tube digestif, dans le côlon de la souris diabétique, la souris diabétique guérit. Donc on voit bien là l'importance de préserver un biotope intestinal sain, et n'en déplaise à ceux qui se prennent pour des prédateurs ou des viandards, particulièrement des charognards, parce qu'un charognard attend que quelqu'un d'autre tue la proie pour lui et vient manger une viande qui est déjà pas mal dégradée par les putrécines et la cadavérine, qui sont des protéines toxiques pour l'homme. Je vous laisse faire vos recherches aussi là-dessus. Donc on voit bien que certains aliments privilégient certaines bactéries. Par exemple, les bactéries du lait, les bactéries de la viande sont des bactéries de putréfaction, et les bactéries des végétaux sont des bactéries de macération. Voilà, je simplifie un peu le truc. Mais voilà, on voit qu'en privilégiant certains aliments, on privilégie aussi un biotope intestinal sain ou malsain. Alors on a 3 équipes de bactéries essentiellement dans le tube digestif. On a les bactéries amies qui sont tout le temps là et qui sont en symbiose avec nous, qui nous protègent des bactéries pathogènes, de leur prolifération et de leur action. On a des bactéries pathogènes qui doivent être évidemment en sous-nombre. Et on a des bactéries qui sont opportunistes, c'est-à-dire que selon ce que l'on fait, elles viennent renforcer l'équipe de l'une ou l'équipe de l'autre. Donc on voit que si on mange sain, on a de bonnes bactéries qui vont proliférer, plus des bactéries qui sont un peu indécises, qui vont raccrocher avec l'équipe de bactéries saines. Et puis si on a une alimentation qui n'est pas adaptée au tube digestif de l'humain, on va avoir non seulement une prolifération de bactéries pathogènes et l'équipe de bactéries donc opportunistes qui va se rallier aussi à l'équipe de bactéries pathogènes. Voilà donc pour les bactéries. Juste une petite précision avant de terminer. Si vous pensez que vous êtes libre de vos pensées, justement, et que vous êtes maître de vos pensées, sachez une chose, c'est que les bactéries qui appartiennent au groupe de putréfaction, par exemple, sont habituées à dégrader certains produits. Et si du jour au lendemain, par exemple, vous décidez de plus manger de viande ou plus manger de lait, ces bactéries pendant quelques temps vont envoyer des signaux chimiques via la circulation sanguine jusqu'à votre cerveau, jusqu'à votre hypothalamus exactement, pour que votre hypothalamus crée une hormone de stress. Et qu'est-ce qu'on mange quand on est stressé? Du gras et du sucré, voilà, ou des produits qui nous font plaisir. Voilà, donc si vous voulez avoir des pensées claires, je vous conseillerais de tenir un biotope intestinal sain à jour. Et si vous avez le courage ou la curiosité d'essayer une alimentation hypotoxique, eh bien vous verrez qu'au bout d'un certain moment, vos fonctions cognitives vont changer. Vous ne serez pas meilleur que les autres, mais vous serez meilleur que ce que vous étiez avant. Ça, c'est indéniable, ça a été prouvé. Et tous les gens que je connais qui ont eu justement l'intérêt d'essayer, ont tous le même discours. Mais qu'est-ce que c'est que cette énergie? C'est insolent par rapport à ce que j'avais avant. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné assez de mots et assez de pistes pour faire vos propres recherches, parce que n'oubliez pas une chose, c'est que d'écouter quelqu'un et de faire tout ce qu'il dit sans savoir, c'est complètement incohérent. Il faut écouter, c'est vrai, mais il faut aussi faire sa propre expérience, ses propres recherches et ses propres expériences. Et c'est par ces quelques mots que je vous invite donc à faire des recherches. Des contre-recherches évidemment, donc allez voir ce que dit l'un, ce que dit l'autre, et puis d'essayer, voilà, de mettre doucement dans la réalité ce que vous avez lu ou entendu, et doucement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du jour au lendemain. Si vous avez une alimentation hypotoxique de supermarché et que demain vous passez au crudivorisme, vous risquez d'avoir sérieux problèmes parce que ce sera trop violent. Allez-y doucement. Voilà, si vous voulez commencer à savoir ce que c'est que des légumes crus et ce que ça fait dans votre corps, commencez d'abord par les cuire à température douce, la meilleure température connue étant la cuisson à vapeur, en dessous de 100 degrés.
Et puis quand vous coupez vos légumes avant de les cuire, bien mangez-en un ou deux crus comme ça pour voir, pour donner une information à votre corps. Et petit à petit, introduisez des légumes crus, des fruits crus comme ça dans votre alimentation, mais toujours en respectant le rythme de votre corps. Pas de violence, l'être humain n'est pas fait pour vivre avec la violence. Encore une fois, la violence chez l'être humain, je finirai là-dessus, est un programme par défaut et pas un programme par nature. Voilà, merci de m'avoir écouté. Super, merci Philippe. Alors on va reprendre maintenant, on va rebasculer sur l'enregistrement de l'arbre à palabre du FestiJam. C'était l'heure des questions, tu as parfaitement respecté le temps qui t'était imparti, c'est-à-dire 20 minutes d'intervention. C'est parfait 20 minutes et on va passer maintenant aux questions qui t'ont été posées. Merci à toi, tu as un jardin qui est sympathique, on aura entendu en fond les petits oiseaux. On est en pleine nature. Merci beaucoup. Magnifique. Et bonne recherche à vous.